Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Fais les valises, on rentre à Paris. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. C'est la réforme, oui, la chienlit, non. Je dynamite. Notre route est droite, mais la pente est forte. Je disperse. Je ventile. Je vous demande de vous arrêter. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Vous l'avez compris, c'est du sérieux. Win, the yes needs a no to win. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, Je vous demande de vous arrêter. bonne nuit, les petits. Faites de beaux rêves. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de l'Hebdo Politique, la nouvelle émission de Radio Sensation. Chaque dimanche, pendant près d'une demi-heure, nous parlerons politique. Les élections municipales et européennes se profilent à l'horizon. Nous aborderons également les sujets qui agitent l'actualité. Je recevrai donc chaque semaine des élus, qu'ils soient maires, conseillers généraux, régionaux, députés, sénateurs ou simples militants, comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais tout de suite, le sommaire de votre première émission. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Et pour cette première émission, nous avons décidé de donner la parole à la jeunesse et plus précisément à la jeunesse militante. J'accueillerai aujourd'hui Alexandre Richefort, responsable des jeunes actifs UMP des Yvelines, et Mathieu Brunet, responsable de la Fédération Yvelines du mouvement de la jeunesse communiste de France. Dans la première partie de cette émission, je les recevrai chacun leur tour et nous essaierons de connaître les raisons de leur engagement en politique, de comprendre leur parcours et pourquoi ils ont choisi un parti plutôt qu'un autre. Ensuite, nous débattrons avec ces deux jeunes militants autour d'un thème. Cette semaine, il s'agit des hommes politiques et leur dérapage. Les hommes politiques vont-ils trop loin parfois? Cherchent-ils à faire le buzz? Sont-ils dignes de leur statut d'élu? Faut-il avoir recours plus souvent aux sanctions? Nous répondrons à toutes ces questions et nous aurons le point de vue de la jeunesse engagée. L'Hebdo Politique. Je reçois donc aujourd'hui Mathieu Brunet. Mathieu Brunet, vous avez 27 ans, vous êtes coordinateur de la section Yvelines du mouvement des jeunes communistes. C'est ça, bonjour. Vous êtes engagé en politique depuis 2004, vous aviez à peine 18 ans à l'époque et le déclic, vous l'avez eu lors de la fête de l'humanité cette année-là. Première question Mathieu, pourquoi vous êtes-vous engagé si jeune en politique? 17-18 ans, c'est un âge où on est encore au lycée et du coup on se construit son parcours de vie, on se pose des questions, on ouvre les premières portes, on essaie de taper aux premières portes. Des fois elles existent, des fois elles n'existent pas, des fois elles sont fermées. Et donc du coup, c'était en partant de ce constat-là un petit peu, un besoin de s'engager et de réagir, de réagir à une différence entre la réalité du vécu et puis les histoires, du coup, tout ce qu'on peut raconter, le discours du réel qu'on peut subir. Et est-ce que vous estimez qu'à cet âge-là, à peine 18 ans, on a assez de maturité pour s'engager en politique? On n'est pas un peu trop frais, trop jeune, selon vous? Non, il y a qu'à regarder tous les mouvements sociaux de ces 30, de ces 50 dernières années. La jeunesse a toujours eu sa place dedans et un apport particulier. Justement, je disais, c'est un âge où on construit les possibles. Et donc du coup il y a une parole collective à apprendre aussi, c'est aussi l'âge de l'apprentissage. Est-ce que depuis ces 18 ans-là, est-ce que vous considérez que vous avez mûri, notamment politiquement? Ah bah oui, et puis tous les camarades qui se sont engagés avec moi à mon époque aussi, on a pris un petit peu de bouteille, on se forme politiquement, on apprend énormément au contact des autres et dans la discussion et dans le combat politique. Ouais. Et aujourd'hui, la jeunesse communiste, qu'est-ce qu'elle fait pour défendre ses idées? Vous allez sur les marchés, vous tractez, vous organisez des réunions, comment ça se passe? Le socle de notre activité, c'est d'essayer de vivre au plus près de la vie, des jeunes et d'avoir de l'activité au plus près de la vie de nos compagnons de route, de nos adhérents. Et donc, du coup, c'est être présent sur les lieux d'enseignement, donc du coup, lycée, CFA, université. On colle des affiches, effectivement, on se réunit, on participe à la fête de l'UMA qu'on est d'ailleurs en ce moment en train de préparer, la fête de l'humanité, le quotidien national communiste. Tout ce genre d'événements, participer aux manifestations, que ce soit dans le cadre de collectifs comme la retraite une affaire de jeunes là, le 10 septembre ou en point fixe au bord, voilà, c'est toutes ces activités-là, c'est des choses un peu multiples. Et quelles sont les valeurs que vous défendez aujourd'hui, que vous prenez? Est-ce que c'est les mêmes qu'il y a quelques décennies quand vous étiez presque au pouvoir et que vous captiez plus de voix? Quelles sont les valeurs que vous défendez aujourd'hui? D'une certaine manière, oui, c'est un peu les mêmes. C'est celle de solidarité, c'est celle de partage des savoirs, du pouvoir, des richesses,
les choses évoluent avec le temps parce que les enjeux de la période évoluent avec le temps, les réalités de l'engagement des jeunes évoluent, et les conditions matérielles de cet engagement évoluent aussi. Donc oui, les choses évoluent. Après, du coup, oui, partage des pouvoirs, des savoirs, des richesses, solidarité, c'est des valeurs un petit peu, pas forcément universelles, parce que tout change, tout bouge, mais il y a quelque chose de ça, oui. Alors aujourd'hui, à l'approche des municipales et des européennes, l'ambiance semble un petit peu tendue entre Jean-Luc Mélenchon, le porte-parole du Front de gauche, et Pierre Laurent, numéro 1 communiste. Les deux partis ne semblent pas d'accord sur la ligne à adopter pour les municipales. Le Front de gauche est plutôt favorable à une autonomie des listes, alors que les communistes privilégient les alliances avec le PS. Votre point de vue à vous, en tant que jeune militant, c'est quoi? Il faut favoriser les alliances ou jouer l'autonomie? Alors nous, à la JC, on a un côté un petit peu particulier, c'est qu'on n'est pas un parti politique, mais bien une organisation politique de jeunesse. Et donc à ce titre-là, on est aussi des acteurs du Front de gauche. C'est-à-dire qu'on participe aux campagnes, on participe au rassemblement, parce que c'est des manières d'amener les jeunes à la politique. Donc j'ai pas du coup à donner les bons ou les mauvais points au secrétaire général du Parti communiste ou au Parti de gauche. Ceci dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est le rassemblement. Et le rassemblement, du coup, en parlant du concret. Et du coup, à partir de là, moi, je partage plus la vision du Parti communiste français, qui, du coup, n'est pas dans l'invective et la provocation, mais dans la colère et la radicalité, un peu constructive. Et du coup, coûte que coûte, même si vous critiquez d'ailleurs souvent la politique du gouvernement, donc là c'est un petit peu paradoxal, vous critiquez, mais vous êtes prêt à vous allier. C'est aussi le principe des communistes d'essayer de tenir le drapeau de l'union à gauche. Il y a encore 3 jours, on était à l'université d'été du MEDEF, on a fait une petite action de déploiement de banderoles, de crier des slogans à la sortie du colloque de fin de l'université d'été du MEDEF, et on était avec les jeunes socialistes, ce qui ne nous empêchera pas à la rentrée d'appeler à la mobilisation le 10 septembre. On est sur... les jeunes ont besoin de prendre une parole collective, et on a besoin de répondre aux enjeux de la période. Donc du coup, on joue sur plusieurs tableaux. C'est un jeu effectivement qui est compliqué parce qu'on a un gouvernement qui joue un jeu compliqué, mais notre position, c'est celle du rassemblement et celle de la nécessité d'aller sur le fond des enjeux politiques de la période, la précarité des jeunes, le chômage et tous ces éléments-là. Merci Mathieu Brunet. Désormais, un peu de musique avec Un jour en France de Noir Désir, une chanson engagée, vous allez l'entendre. Juste après, je reçois Alexandre Richefort de l'UMP. L'hebdo politique. Je reçois à présent Alexandre Richefort de l'UMP. Vous avez vous aussi 27 ans. Alors si je ne fais pas d'erreur, vous êtes diplômé d'un master d'une grande école et ingénieur. Et vous êtes également passionné de vélo. Pour la petite histoire, vous êtes vainqueur du Tour Sud-Yvelines 2013. Alors, même question qu'à votre prédécesseur. Pourquoi vous êtes-vous engagé si jeune en politique? Pour vous, c'était à l'âge de 21 ans, après l'élection en 2007 de Nicolas Sarkozy. Eh bien, bonjour Nicolas, et puis merci de me recevoir, et puis bravo pour cette émission naissante. Voilà, alors mon adhésion remonte à 2007. C'est vrai que l'engagement politique trottait dans un petit coin de ma tête. Et j'ai vécu un petit peu comme une frustration la campagne de 2007. J'étais plongé dans mes livres, dans mes études, et je m'étais pas engagé, j'avais pas participé à la campagne, et du coup l'envie après la campagne était trop forte, donc j'ai franchi le seuil de la porte de la permanence UMP de Vélizy pour m'engager. Et aujourd'hui, quelles actions vous menez au sein de la jeunesse de l'UMP? Alors, moi je suis en charge des jeunes actifs des Yvelines, et au sein des jeunes actifs des Yvelines, on a beaucoup de chance puisqu'on a quand même carte blanche sur les actions qu'on souhaite mener. Valérie Pécresse, qui est la présidente de la Fédé, fait extrêmement confiance à la jeunesse. Et donc, on essaie de créer une dynamique au niveau des jeunes actifs, organiser des réunions, des débats, des actions qui permettent aux jeunes actifs de s'exprimer, de faire remonter aussi leurs inquiétudes et qui correspondent à leurs attentes, parce que aujourd'hui, c'est pas facile d'avoir une activité militante à côté d'une activité professionnelle. Donc il faut viser au plus juste et essayer d'organiser des choses qui plaisent aux militants. Et alors, pour revenir sur l'actualité de l'opposition aujourd'hui, au sein des jeunes actifs, on est plutôt Fillon, Copé, Sarkozy, et pourquoi?
Alors, au sein des jeunes actifs, on est surtout de l'UMP. Et en ce qui me concerne, moi je suis de la Fédération des Yvelines. Donc voilà, on soutient vraiment le parti et on cherche à défendre vraiment les intérêts des jeunes actifs face à ce qui se fait notamment du côté du gouvernement à l'heure actuelle, parce que les préoccupations des jeunes actifs, c'est le chômage, c'est la crise économique. J'ai quelques amis qui malheureusement sont au chômage aujourd'hui. Et donc, on ne réfléchit pas en ces termes-là. Ce qui compte avant tout, c'est de proposer pour les jeunes actifs des solutions concrètes et ne pas réfléchir en termes de clivage et de personnes. Du coup, pas de sarco-nostalgie. Écoutez, la nostalgie, c'est un bien grand mot. Mais voilà, après, on verra bien ce qui se passera dans quelques années. Et finalement, si jamais Nicolas Sarkozy revient, est-ce que c'est une bonne chose pour la jeunesse de l'UMP? Parce que finalement, c'est un peu faire du neuf avec du vieux. Ça serait plutôt gênant pour vous, non? Je ne représente pas toute la jeunesse de l'UMP. Et puis pour le moment, c'est des hypothèses. Donc on répondra en temps voulu si Nicolas Sarkozy revient. L'ambition pour les municipales, pour l'UMP, c'est quoi? C'est la reconquête des territoires. Parce qu'à l'heure actuelle, vraiment, il faut combattre la gauche et puis la politique gouvernementale qui est menée. Et ça passe aussi par la reconquête de certains territoires, certaines grandes métropoles, certaines villes, certains territoires ruraux dès les municipales. Alors vous parliez de reconquête, donc la première c'est 2014, après c'est celle de 2017. Alors il y a 2015 entre-temps, avec les régionales, et vous avez aussi les européennes en 2014. Et est-ce que cette reconquête, ça passe, vous pensez, par un droit d'inventaire? Est-ce que, en tout cas, vous êtes personnellement pour un droit d'inventaire des années de présidence de Nicolas Sarkozy, bien sûr? Il y a un dicton qui dit savoir d'où je viens pour savoir où je vais. Donc oui, il faut regarder ce qui s'est passé, mais il ne faut pas non plus s'attarder éternellement sur ce genre de questions, parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est les préoccupations des jeunes actifs, le chômage, la croissance, et reparler éternellement du passé, ça ne résout pas les problèmes de notre génération. Très bien, merci Alexandre Richefort. L'hebdo politique. Place maintenant au débat, et cette semaine, on s'intéresse aux politiques, à leurs dérapages verbaux. Alors, des dérapages et du buzz, il y en a de tous les côtés, quel que soit le bord politique. Chaque famille politique traîne ses casseroles, comme on dit dans le jargon. Écoutez dans un premier temps ce qu'en pensent les Yvelinois. Est-ce que déjà, quand bien même ils sont sanctionnés, un dérapage verbal, il n'y a pas besoin d'interdire de faire de la politique, c'est peut-être un petit peu abusé comme sanction. Ça, c'est une évidence. Ils sont les représentants du peuple, ils ont été élus, ils doivent avoir une conduite irréprochable et puis donner l'exemple. La politique ne m'intéresse pas, alors c'est tous des menteurs. Parce qu'ils donnent une image de nous, donc ils doivent être irréprochables dans ce qu'ils disent. Très honnêtement, je vais être honnête, je pense que beaucoup étaient peut-être sincères à leur entrée en politique, mais que très peu le sont toujours. Je pense qu'il y a deux catégories de politiques. Il y a ceux qui sont effectivement au service de la France, qui sont très sincères et qui vont jusqu'au bout des choses. Et puis ceux qui, comme dans toute société, profitent d'un mandat pour avoir des facilités, avoir de l'argent, avoir pas mal de choses, mais qui ne prennent pas trop en compte la vie de la population. Pour moi, c'est un monde à part. Il y a trop d'argent en jeu. Donc, la sincérité, ils ne connaissent pas. Alors, avant d'avoir vos avis, messieurs, sur les dérapages des hommes politiques, un petit exemple pour bien planter le décor. Il y a quelques semaines, le maire UDI de Cholet, Gilles Bourdoulex, alors qu'il tentait de négocier avec des gens du voyage de sa ville pour qu'ils changent d'emplacement, avait déclaré, je cite, comme quoi Hitler n'en a pas tué assez. Adolf Hitler qui a tué pendant la Seconde Guerre mondiale près de 500 000 tziganes. Alors, ma question est simple, messieurs. Ce genre de propos sont-ils dignes d'un homme politique? Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Alexandre, peut-être? Eh bien, sur ce cas-là, plus particulièrement, je vais y revenir. Je voulais juste revenir sur ce que disait une de vos auditrices. Les hommes politiques, la politique, je ne m'y intéresse pas, ce sont tous des menteurs. Moi, je crois que les jeunes, notre génération, en tout cas Mathieu et moi-même, les autres responsables des Yvelines, eh bien, on se doit vraiment de montrer une exemplarité à ce niveau-là et d'avoir encore plus d'exigences que ce qu'il y a pu y avoir par le passé dans ce domaine,
puisque les Français attendent vraiment de l'exemplarité de la part de leur classe politique. Et justement, ce qu'on voudrait éviter, c'est de ne pas avoir des gens qui disent ce sont tous des menteurs. Donc après... Le problème, c'est que ce genre de propos, voilà, ceux que j'ai cités... Voilà, si c'est avéré, ces propos-là, c'est bien évidemment abominable. C'est abominable de dire des choses comme ça. Moi, après, par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle, j'ai trois choses. Un constat, un regret et une proposition. Le constat, c'est que là, François Hollande s'est attardé sur la moralisation de la vie publique en faisant une loi. Et on parle surtout d'affichage, de voyeurisme dedans, de déclaratif. C'est pas, encore une fois, c'est pas le propos et du débat. justement, je vais y venir. Donc, alors que le regret, c'est qu'on aurait pu s'attarder aussi sur les condamnations des hommes politiques qui font des dérapages, comme celui que vous venez de citer. Alors moi, j'avais pensé à une proposition. Vous savez que je suis sportif, ouais. Et donc pourquoi pas faire comme dans le sport quand il y a des dérapages de ce type-là. Il faut durcir les sanctions. Par exemple, dans le vélo, au deuxième contrôle positif, vous êtes suspendu à vie. Il faudrait vraiment trouver des moyens de rendre inéligibles à vie des élus politiques qui commettent à répétition ce genre de dérapage. Et vous, Mathieu, vous pensez qu'effectivement, il faut plus sanctionner les hommes politiques quand il y a ce type de dérapage ? Pour répondre un peu à cet enjeu-là sur le débat de l'injure en politique, la première des injures dans la société dans laquelle on vit, c'est du coup de nous faire croire que l'argent pour financer les besoins collectifs, il n'existe pas quand depuis en un an, les 500 plus grandes fortunes ont vu leur patrimoine bondir de 25%. Ça, c'est un premier mensonge. C'était pour prendre du coup la question du mensonge dans son acceptation super large. Et après, je le disais tout à l'heure, pour convaincre, il ne faut pas confondre la colère et la radicalité avec la provocation et l'invective. Et il y a des choses qui relèvent effectivement de la loi, et notamment les lois mémorielles, qui sont tout à fait condamnables. Et malheureusement, on assiste depuis 10 ans, et notamment du coup le discours de Nicolas Sarkozy à l'époque, mais je pense à Gérard Longuet qui fait un bras d'honneur sur un plateau de télévision quand on parle de l'Algérie et des lois mémorielles sur la guerre d'Algérie. Ça, ce sont des insultes du coup à caractère racial qui font malheureusement partie de l'engagement d'une partie de ces gens-là qui sont issus de l'extrême droite française, dont on constate qu'elle est de plus en plus poreuse, malheureusement, et qui tombent, oui, effectivement, sous le coup de la loi. D'ailleurs, que risquent les élus en cas de dérapage ? On fait le point tout de suite avec Franck David. En politique, dire d'une de ses opposantes qu'elle est complètement givrée peut porter à conséquence. André Santini en a fait la mère expérience. Mars 2011, réunion publique en marge des élections cantonales à Vanves, le député maire UDI d'Issy-les-Moulineaux affirme à propos d'une élue d'Europe Écologie Les Verts qu'elle est, je cite, complètement givrée. Pour injure publique, André Santini sera condamné à lui verser 1 euro de dommages et intérêts et à une amende de 2000 euros. Il n'y a donc pas d'impunité. Injure et diffamation sont condamnés par la loi. L'auteur peut être puni d'1 an de prison et d'une amende de 45 000 euros. La peine encourue est identique en ce qui concerne la provocation publique, à la discrimination, à la haine ou à la violence nationale, raciale ou religieuse. Les tribunaux ne sont pas les seuls à sanctionner les dérapages. Les Yabon Awards récompensent le meilleur du pire des déclarations raciste. Lors de l'édition 2013, Jean-Sébastien Vialat a été primé pour un tweet. Après les débordements survenus en mai dernier sur la place du Trocadéro, en marge de la fête organisée par le PSG pour célébrer son titre de champion de France, le député UMP du Var avait écrit « Les casseurs sont sûrement des descendants d'esclaves, ils ont des excuses, Taubira va leur donner des compensations ». La frontière entre humour, même de mauvais goût, grossièreté, insulte, libre critique et liberté d'expression est souvent très mince. Et comme le disait Pierre Desproges, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Alors, on a plein d'idées, de phrases qui sont dites devant les caméras et qui sont maladroites, comme celle par exemple de Jean-Luc Mélenchon en mars dernier, qui dit à propos de Pierre Moscovici, je cite, « Il a un comportement de quelqu'un qui ne pense pas français, mais qui pense finance internationale ». Alors une phrase un peu osée et qui prête à la critique, puisque Pierre Moscovici est d'origine juive. Ce type de phrase qui est dit devant des centaines et des milliers de personnes, ça sert à quoi ? Ça sert à faire le buzz ou alors c'est une preuve finalement d'honnêteté ? Voilà, il a dit ce qu'il pensait et il est comme le français lambda, selon vous ? Moi, alors, si je peux me permettre, voilà, je pense que personne n'a donné de leçons, que ce soit à gauche, à droite, dans ce sujet-là, parce qu'il y a des dérapages de tous les côtés. Voilà, après, j'entendais mon collègue tout à l'heure parler
de radicalité constructive, je pense qu'il faut vraiment se méfier de tout ce qui peut être radicalisation des propos, parce que souvent, ça peut conduire à des excès par la suite. Et voilà, les responsables politiques, même si ce ne sont que des militants, et après plus généralement les élus, ont vraiment doivent avoir une exemplarité dans ce domaine-là. Et du coup, vous condamnez également les propos de l'UMP qui sont parfois aussi radicaux et qui sont parfois qui font de l'ordre du dérapage. Parce que... Ah bah écoutez, moi les propos comme ceux d'Hitler ou dès l'instant où les propos sont en contradiction avec la loi, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Mais à ce niveau-là, je pense que la gauche n'est pas non plus en reste, puisque vous aviez à une époque Georges Frêche aussi, qui traitait, je crois que c'était Fabius, disait qu'il avait une tête pas très catholique. Donc encore une fois, il n'y a vraiment pas de leçon à recevoir ni à donner. Enfin, il n'y a pas de leçon à donner d'un côté comme de l'autre, à gauche comme à droite. Mais parfois, c'est même pas des dérapages. Ce qui est gênant, c'est des sous-entendus, comme celui de Jean-François Copé il y a un an pour la présidence de l'UMP, avec cette fameuse histoire du pain au chocolat, où des jeunes auraient soi-disant volé le pain au chocolat d'un autre jeune sous prétexte que c'était le Ramadan, histoire évidemment qu'on n'a jamais pu vérifier et qui a pour simple effet de stigmatiser finalement les musulmans. Tout à fait. Moi, ce que j'en retiens surtout, c'était une bonne séquence au Guignol, comme vous dites. On n'a jamais pu vérifier l'histoire. Vous, Mathieu, vous semblez pas d'accord avec ça? Vous semblez qu'il parfois des propos un peu radicaux, c'est pas forcément mauvais? Je dis pas ça. Je dis qu'il y a besoin aussi y compris dans tous les exemples qu'on a entendus. Il y a deux exemples différents. Il y a tout ce qui relève des propos de comptoir et des propos et des petites phrases Twitter pour pouvoir exister, qui font malheureusement beaucoup trop partie de la vie politique maintenant, et les injures à caractère racial qu'on entend en permanence depuis 10 ans. Après, tout ça relève de la même dynamique, c'est que alors qu'on a besoin que le peuple de France s'empare du politique, fasse de la politique autour des grands enjeux qui nous concernent, financement de la sécurité sociale, environnement, emploi, logement, travail, quand il y a cette mise en scène de petites discussions, de petites phrases, d'injures à caractère racial, en fait, ça provoque un dégoût. On entendait tout à l'heure le mensonge, la conduite, la nécessité de sincérité. En fait, c'est ce que permet ces discours-là, c'est libérer la parole raciste et d'un deuxième côté, de dégoûter le peuple de France de la politique et des gens qui s'en détournent, alors même qu'il y a un puissant besoin de politique dans ce pays. C'était la première qui en parlait. C'était du coup, il ne faut pas non plus interdire aux politiques de faire de la politique. Mais en fait, elle a raison, le politique devrait vraiment faire beaucoup plus. Donc, d'où ma dernière question, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Une question rapide et une réponse rapide de votre part, oui ou non. Un homme politique peut-il tout dire et doit-il tout dire? Ben non, il y a des choses qui relèvent de la discussion du salon entre amis, du comptoir, de l'apéro dans un cadre intime. Et il y a des déclarations qui, quand on dit que ce sont des dérapages, quand c'est un brise-sorte-feu qui, en public, alors qu'il y a des caméras, dit quand il y a un arabe, ça va, le problème c'est quand il y en a plusieurs. Ça, c'est une déclaration publique, on n'est pas dans un salon. C'était pas un arabe, c'était un auvergnat pour le coup. Oui, mais sauf que du coup, mon lapsus, il est révélateur de ce que sous-tend ces déclarations. Mais j'ai pris brise-sorte-feu, mais j'aurais pu prendre Manuel Valls ou... Alexandre, votre point de vue, oui ou non, un homme politique peut-il ou doit-il tout dire? Un homme politique se doit avant tout d'être exemplaire dans sa vie personnelle et vis-à-vis de ses concitoyens. Après, pour moi, il y a vraiment un problème. S'il pense des choses pareilles, c'est même pas question de dire ou de pas dire, il y a un problème s'il le pense. Et de ce point de vue-là, je pense que la radicalité peut mener à des excès. Et quand on entend parfois Jean-Luc Mélenchon partir dans des élans radicaux, et ben derrière, on peut en arriver à certains débordements qui font un petit peu froid dans le dos. Merci Mathieu Brunet et Alexandre Richefort pour ces réactions. L'hebdo politique, ces mots qui agitent l'actu. Chaque dimanche, avant de refermer cette émission, nous décrypterons un mot qui agite l'actualité, que l'on retrouve un peu partout, à la télé, à la radio et dans la presse, mais que finalement on ne connaît pas si bien, en tout cas qu'on ne maîtrise pas forcément tous. Et chaque semaine, c'est Jean-Pierre Duclos, auteur de l'ABCDR de la citoyenneté, qui donnera le vrai sens, la vraie définition de ce mot. Cette semaine, il s'agit du mot alliance. Une alliance, c'est avant tout une forme d'expression d'un accord. L'alliance, c'est à un moment donné la conjugaison, suite à une discussion, de deux personnes, de deux groupes, ça peut être donc deux groupes politiques, de mouvements politiques, qui se mettant d'accord sur un minimum de choses en commun,
décide, dans le cadre d'un gouvernement, on est bien là situé sur le plan politique, avant tout, de faire et d'exécuter quelque chose ensemble. Le mot alliance est un mot très général, qui bien évidemment ne se rapporte pas exclusivement à la vie politique. Il prend un sens un peu particulier dans la vie politique, car au-delà des généralités, au-delà de la sensation de pouvoir faire quelque chose avec quelqu'un d'autre, il s'inscrit dans le terme d'accord, donc de choses matérialisées, notamment par écrit. Prenons l'exemple aujourd'hui, par exemple, des Verts et du Parti socialiste, qui ont fait une alliance gouvernementale, ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec le Parti communiste ou le Front de gauche, qui participent plus ou moins, éventuellement, à une majorité parlementaire, mais sans en avoir forcément les obligations. Les obligations, par exemple, encore une fois, dans le monde politique, c'est l'alliance entre l'EPS et les Verts. Ça peut être dans l'opposition entre l'UDI et l'UMP. Merci messieurs pour vos points de vue et votre participation à cette première de l'Hebdo Politique sur Radio Sensation. Bonne soirée à vous, bonne soirée à tous. On se retrouve dimanche prochain à 18h pour un nouveau numéro de l'Hebdo Politique sur Sensation Yvelines. Je recevrai d'autres jeunes militants du Modem et du Front National cette fois-ci et on parlera notamment de la moralisation dans la vie politique. À la semaine prochaine. L'Hebdo Politique sur Sensation.